Eh bien, bon vendredi à tous, madame, messieurs. Merci d'être là encore ce matin pour lire la presse. La nouvelle expression parle de développement en Afrique avec le modèle MCDE, donc plébiscité. Donc, on peut le lire également dans le journal ce matin, le journal La Nouvelle Expression. La Banque africaine de développement, ONU Habitat, l'Organisation internationale pour les migrations, le programme des Nations Unies pour le développement sont autant d'institutions et qui soutiennent d'ailleurs la dynamique de lutte contre la pauvreté impulsée par Freelance First Bank Guinée il y a 5 ans déjà. On peut découvrir également en page 3 ce matin. Le journal revient et s'intéresse aussi à autre chose, parlant de Yaoundé Vatican, avec les enjeux de la visite. Le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, donc Pietro Parolin, et effectivement une semaine donc de visite au Cameroun. Le journal est donc revenu sur l'article ce matin en page 5 véritablement. Le journal s'intéresse donc à cette actualité, s'intéresse à autre chose. Ici, parlant de l'affaire Kamwata à Tanganakuna, rembourse justement le corps du délit. C'est ce que le journal nous propose aussi. Le journal parle donc de l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie et ancien directeur général de la Kamwata a restitué donc le corps du délit et qu'il a fait écrouer il y a plusieurs années en prison. On le constate d'ailleurs dans le journal disponible en kiosque ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à l'actualité parlant de des universités. Jacques Famendongo ne convainc pas, c'est le journal qui le dit en page 3, page 8 ce matin, à travers une note d'information, les campus, donc également, relative justement au climat social dans les campus. Le ministre de l'Enseignement supérieur a du mal donc à convaincre certains acteurs. C'est ce que le journal propose ce jour en page 8. C'est la nouvelle expression qu'il dit. Le journal Le Sahel qui en kiosque ce matin parle également de la politique avec le RDPC dans la tourmente finalement. Le journal qui revient également dans l'ambiance qui règne donc au sein de cette formation politique dans la Damawa. Aujourd'hui s'intéresse à l'ambiance justement avec des acteurs politiques qui sont donc en colère. On peut le lire en page 3 ce matin. Le journal explique simplement qu'il y a pour d'autres acteurs, pour dissiper bien entendu la colère des militants, une réunion de crise qui est donc annoncée pour les prochains jours. Le RDPC est en rang dispersé, c'est ce que le journal propose ce matin en page 3 et je vous invite d'ailleurs à lire l'article en question aussi dans le même journal. On peut parler également de ce qui se passe dans la localité de Douala avec également le chèque qui a été remis donc en présence du PCA dans le cadre de la lutte contre quelques actions qui sont menées également, des actions qui ne permettent pas en tout cas à la population de pouvoir se retrouver et pouvoir apporter quelque chose de positif. On lit la suite dans le Grand Nord, profil des nouveaux secrétaires généraux, bien entendu des conseils régionaux également. C'est dans le numéro disponible en kiosque ce matin. C'est Le Sahel qui dispose donc de toutes ces actualités. Je vous invite d'ailleurs à lire. Le journal ce matin, Mutation, s'intéresse à l'actualité également et parle aussi de ce projet, le projet par le bauxite de Mini Martin, avec notamment le projet qui a bonne mine aujourd'hui. C'est ce que le journal propose. Nous apprenons à travers les colonnes de ce journal qu'il s'agit là d'un nouveau départ pour cette année 2022 et qu'il y aura justement des travaux qui vont débuter et tout cela a été annoncé par notamment les autorités. C'est à découvrir dans le même journal, Mutation, qui a aussi d'autres informations ce matin. Le journal Émergence qui en kiosque s'intéresse à l'actualité et parle notamment de drame de Tchang, le temps des responsabilités. C'est le journal qui propose avec des images choquantes aussi qui permettent également de savoir la qualité du choc que les populations ont d'ailleurs reçu à la suite de cet accident de la circulation et aussi donc des flammes. Trafic d'enfants, l'impuissance du gouvernement, à lire dans le même journal en page 2 ce matin. C'est Émergence qui en kiosque, ce qui évoque donc cette autre actualité. Le quotidien Le Jour parle de chaînes de solidarité autour du chef Sokoudou. C'est le journal qui propose le sujet tout en rappelant simplement qu'il s'agit d'une mobilisation au moment où le sous-préfet de Bamidjou interdit toute manifestation publique du 29 au 30 janvier 2021. C'est un dossier à lire de la page 2 à la page 3 du journal, disponible en kiosque. Le journal parle également de corruption. Le Cameroun maintient son score de 2019, c'est à découvrir en page 4 aussi. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire. Le quotidien Le Messager qui en kiosque ce matin parle de mafia autour de la vente des billets. Selon le journal Cameroun RDC, avec des visages bien connus. C'est un article à lire dans page 12 ce matin. Le journal est donc en kiosque qui s'intéresse aussi à autre chose, parlant de déclin, la lente agonie de la Sénamé, à lire dans le journal ce matin. C'est la structure qui est chargée du contrôle également de la gestion des médicaments au Cameroun. C'est ce que le journal propose aussi dans le numéro de ce matin. Le journal parle également le soir hebdomadaire, s'intéresse à l'actualité par le coronavirus avec la lutte, la lettre ouverte du docteur Olivier Billet aux dirigeants du monde. Selon
Selon bien sûr le tabloïd, le journal fait savoir que le monde ne s'est-il finalement pas trompé de chemin en parlant justement du coronavirus en Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement? C'est un article à lire dans le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Le journal a également d'autres informations que je vous invite à lire, tout comme le journal L'Équation qui en kiosque s'intéresse notamment à l'actualité parlant de la propos du scandale qui secoue notamment la présidence. On voit bien qu'il y a des contre-vérités du président directeur général Guy Jonkem et donc dans le journal également ce matin d'autres informations aussi concernant l'état des routes au Cameroun. C'est dans le numéro disponible en kiosque. Le journal de l'économie quotidien s'intéresse à l'actualité aussi et parle justement de la CEMAC avec le difficile recouvrement de la TCI donc qui plombe le fonctionnement. C'est le journal qui le dit également ce matin et tout en rappelant qu'il s'agit là de Daniel Onaondo qui tente donc tant que les dispositions pertinentes ne sont pas prises également. On peut parler donc de cette collecte des taxes qui aujourd'hui permet notamment de pouvoir améliorer les caisses des États de la sous-région. Et là, c'est dans le dossier proposé par le journal économique quotidien qui a en kiosque. Cameroun Tribune, pour sa part, parle de stratégie nationale de développement. Le Premier ministère rappelle les priorités pour cette année 2021. Il y a bien d'autres actions qu'il faut mener et surtout l'achèvement des projets en cours dans les domaines donc, des infrastructures, de l'énergie électrique et l'agriculture qui devraient justement figurer au rang des urgences selon notamment Joseph John Gouté. C'est à découvrir dans le dossier proposé par Cameroun Tribune ce matin qui a un kiosque tout comme Relais d'Afrique aussi qui s'intéresse à l'actualité. Également le Popoli en kiosque ce matin. Donc toutes ces actualités sont contenues dans les tabloïds. Je vous invite donc à faire un tour. On s'intéresse à l'actualité ce matin. Alors on va ouvrir, comme vous le savez, avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci à vous, M. Nogo. Bonjour à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Voilà, merci d'être avec nous, comme tous les vendredis d'ailleurs, en face de vous. Il y a Camille Nélé, bonjour. Flavien Balonogo, bonjour. Georges Semé, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision, surtout ceux d'Extrême Nord et en particulier M. Midjewa Bakari, le gouverneur de la région de l'Extrême Nord, qui, vous savez très bien, est l'un de nos plus fidèles téléspectateurs. Oui, donc on parle justement du Septentrion, cette fois avec l'œil du Sahel, nous ouvrons, qui parle du RDPC dans la tourmente carrément dans la Damawa. Oui, vous savez, il y a plein de grands dedans qui proviennent de ce côté et où effectivement l'œil du Sahel nous annonce en 31 que le RDPC est dans la tourmente. Effectivement, le RDPC est dans la tourmente parce que les cris d'orfraie qui proviennent de cette région démontrent que aussi bien les populations que les militants du RDPC de cette zone sont vraiment vont debout contre les instances suprêmes du RDPC dans la mesure où ce sont toujours les mêmes élites qui sont reconduites. Imaginez, il y a des députés qui sont là depuis 25 ans et qu'on ramène toujours. Je ne vous parlerai pas, je ne vous citerai pas comme exemple le plus illustratif, celui de Baourou Michel, député depuis 25 ans, vice-président de l'Assemblée nationale qui est inamovible. C'est comme s'il n'y avait pas de jeunes. Et il y a donc, à la lumière des dernières élections, aussi bien législatives, municipales que même régionales, on a vu que effectivement les jeunes ont manifesté leur ras-le-bol de telle manière qu'ils se disent que les vieux sont là pour leur barrer de chemin. Même quand il faut procéder à la dénomination, on va chercher des retraités qui ont déjà fait leur carrière et on les remet alors que les jeunes sont là. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes explications, effectivement, de la perte du conseil régional de la Damawa. Parce que la Damawa est la seule région, justement, où le RDPC n'a pas raflé la mise et où l'UNDP a raflé tous les sièges. Ça veut dire qu'il y a un malaise certain. Le malaise est certain dans la Damawa. Alors, on le voit bien, vous avez lu l'article, Georges Semé, ce matin, parce qu'on parle de ce parti politique qui est en rang dispersé dans cette région. Ça n'évolue pas comme d'habitude. Oui, le doyen vient d'évoquer un malaise qui a trait avec le conflit de génération au sein du RDPC dans la région de la Damawa. Mais il faut également noter qu'il y a une crise de confiance même politique entre le RDPC et les partis de la majorité présidentielle qui sont investis sur ce terrain politique. Et dans ce cas, on parle bien évidemment de l'UNDP qui, depuis la législative de 2020, ont grappillé de nombreuses voix au sein du RDPC. On a eu une actualité qui a fait les choux de la presse où il y avait de nombreux militants du RDPC qui ont migré, qui ont démissionné du RDPC pour migrer vers l'UNDP. Et les derniers résultats
de l'élection régionale a encore prouvé qu'effectivement, il y avait une crise de confiance entre ces deux partis de la majorité présidentielle. L'œil du Sahel nous annonce que la question est très prise au sérieux au sein du bureau politique national du RDPC parce que le plénipotentiaire en chef du RDPC dans cette région a été chargé de convoquer une réunion d'urgence, on l'annonce pour le 13 février prochain, afin de convoquer tous les ténors de ce parti dans cette région et essayer de crever l'abcès parce que le RDPC comme on le dit dans l'œil du Sahel, a perdu beaucoup de plates-bandes et espère à l'issue de cette réunion non seulement recadrer les militants, mais également rebooster la confiance des militants qui pensent que les politiques qui ont été implémentées non seulement par les caciques de ce parti dans cette région n'ont pas toujours plu aux militants qui finalement ont migré vers d'autres partis. Mais la Damawa n'est pas la seule région du Cameroun où le RDPC se porte très mal. On a vu avec l'entrée en scène du MRC dans la région du littoral, par exemple, qu'il y a également eu des remous dans le littoral au sein du MRC, ce qui a suscité également beaucoup de réunions et le vent n'est pas seulement interne, il y a également la poussée de ces nouveaux partis politiques qui font que le RDPC n'est pas serein dans certaines régions. D'accord. Alors, on reste également dans le journal pour parler de ce cas du Conseil régional de l'extrême nord avec cet expert de la décentralisation qui est aux commandes, notamment de cette région. Oui, vous savez, le Conseil régional de l'extrême nord, d'ailleurs, qui a des problèmes, parce que vous savez très bien que l'UNDP est devant le tribunal aujourd'hui, traîné par le RDPC à cause justement de 12 sièges que l'UNDP a gagné dans le Mayo-Tchanaga. Et l'affaire n'est pas encore conclue. Le bureau, certes, régional a été installé, mais toujours est-il que le contentieux demeure, dans la mesure où le RDPC n'a pas compris comment l'UNDP a pu gagner 12 sièges alors que selon le RDPC il y avait des vices de forme. Or le problème qui se posait, c'était le problème d'un candidat qui était mort avant l'élection et dont la photo avait été remplacée, déposée à ILECAM, mais ILECAM n'a pas déposé cette nouvelle liste avec cette nouvelle photo à temps, et maintenant on dit qu'on estime que c'est un mort qu'on a fait voter alors que tout avait été fait au niveau d'ILECAM, les documents le prouvent. Donc il y a ce contentieux au niveau de l'UNDP et du RDPC dans l'extrême nord. Et vous savez très bien que aussi bien dans le nord que dans l'extrême nord. L'UNDP, on le sait, c'est un parti allié au RDPC aussi. Allié au RDPC, mais c'est tout de même un parti politique qui a ses propres élus. Les élus de l'UNDP ne sont pas les élus du RDPC. Tout comme les élus du RDPC ne sont pas les élus du UNDP. La preuve, c'est que vous savez très bien que malgré leur alliance, le RDPC ne fait pas spécialement de cadeau à l'UNDP quand il s'agit d'élections municipales ou législatives. Vous comprenez? Mais toujours est-il qu'on voit que l'UNDP, beaucoup de jeunes de ce côté-là, du côté de Septentrion, sont en train de migrer vers l'UNDP. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés. Regardez, pour retourner à la Damawa, il y a beaucoup de jeunes qui ont quitté le RDPC et qui sont retrouvés députés à l'Assemblée nationale aujourd'hui dans le même Damawa. Parce que c'est les jeunes. Et les jeunes qui estiment qu'ils en ont marre d'être à la traîne dans le RDPC alors qu'il y a des vieux qui sont là, qui leur barrent le chemin. Donc le problème, surtout dans la Damawa, c'est un problème, un conflit de génération au niveau du fait de non-renouvellement de personnel politique et des candidats. C'est ça qui crée ce malaise. On le voit bien dans plusieurs partis politiques, c'est pas que RDPC ou encore. Non, mais notamment dans la Damawa, qui était un fief inexplicable. Conserver les anciens, de toute façon. Alors, la nouvelle expression de ce matin parle de Yaoundé Vatican avec les enjeux de la visite. On le voit en page 5 du journal. Le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège, Pietro Parolin, qui aujourd'hui effectue une semaine de visite au Cameroun. On l'avait déjà annoncé. Oui, plusieurs médias l'avaient annoncé, comme vous le dites. D'abord, il faut faire remarquer que le Vatican a un statut d'État. Donc, c'est un plénipotentiaire d'un État qui vient rendre visite à d'autres plénipotentiaires d'un autre État. Et dans ce sens, il y aura certainement des dossiers bilatéraux qui seront évoqués en dehors de ce qu'il y a d'autres dossiers qui concernent exclusivement les aspects religieux, diplomatico-religieux entre le Cameroun et le Vatican. Certains confrères ont cru y mettre
en avant certains faits divers qui ont émaillé les relations entre ces deux États, notamment la mort de plusieurs ressources humaines religieuses que l'on a observées, et ses confrères estiment que ça va faire partie des pourparlers qu'il y aura entre les représentants du Vatican et les autorités de Yaoundé. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels certainement ils se pencheront. Comme je le dis, il s'agit des relations bilatérales entre deux États. Au-delà de l'aspect de la gestion des problèmes religieux, il y a d'autres problèmes d'intérêt commun qui intéressent certainement ces deux États et qui seront certainement évoqués par l'arrivée de ce plénipotentiaire. C'est un véritable périple, selon le journal La Nouvelle Expression, que va effectuer le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège. Ben, le cardinal est au Cameroun, vous savez, ça lui fait certainement du bien, lui qui est cantonné en Italie, parce que là-bas, il ne sort pas beaucoup. Ça lui fait certainement du bien. Mais j'envoie le pas à Georges Semet, qui a remarqué comme moi que sa venue au Cameroun a suscité une véritable levée, pas de levée de bouclier en tant que tel, mais disons qu'une véritable poussée d'adrénaline pour ceux qui estimaient que non, il vient au nom du pape pour venir pour voir Paul Biya, pour venir régler le problème anglophone. Non, ce cardinal est venu remettre le pallium à l'archevêque de Bamenda, le monseigneur André Nkei, qui a été fait archevêque de Bamenda depuis novembre 2019. Or, à cause du corona et tout ça, le pallium, c'est une sorte de distinction, une médaille qui est remise par le pape. Normalement, l'archevêque de Bamenda aurait dû aller la recevoir à Rome. Malheureusement, à cause du coronavirus et tout ça, ça n'a pas été possible. Donc, le pape a jugé nécessaire d'envoyer son plénipotentiaire la remettre. Bon, celui-ci en a profité certainement pour discuter avec les différents responsables de l'Église. Alors, il n'évoquera pas la question anglophone, la crise anglophone? Mais est-ce que la crise anglophone, est-ce que c'est sa vocation? Est-ce la vocation de l'Église de régler la crise en Centrafrique qui dure depuis plus de 10 ans? Pourquoi est-ce que le pape n'envoie pas des gens là-bas? Non, au Congo, on a vu des prélats s'intéresser. Des prélats congolais, pas le pape. Non, moi je pense qu'il ne faut pas ramener des choses sur un terrain politicien qui n'est pas celui-là. Le fait est que ce plénipotentiaire est venu remettre le pallium. Il en profite donc pour discuter. Et d'ailleurs, ils voient très bien, ils ne peuvent ne pas noter l'amplification des sectes christiques qui émaillent le Cameroun et qui démobilisent les chrétiens catholiques à travers le Cameroun. Donc, il va parler de tout cela aujourd'hui, des églises de réveil qui sont là, qui mettent à mal non seulement l'hégémonie, mais aussi la forme de l'église catholique. Moi, je pense qu'il a suffisamment de problèmes à évoquer. Il va parler de tout, et même des problèmes internes, même au fonctionnement interne de l'église catholique au Cameroun. Mais il ne viendra certainement pas venir évoquer, comme j'ai lu dans un journal, l'assassinat de Monseigneur Plumet, assassiné ici au Cameroun il y a 40 ans, ou bien l'assassinat de Monseigneur Mbala. C'est pas la préoccupation, ce n'est pas l'objet de sa mission. Il ne faut pas non plus aussi obscurcir le raisonnement des Camerounais en leur balançant ce genre d'informations qui ne sont pas vraies. D'accord. Georges Semet, on constate justement, ce sont des fidèles qui décèdent aussi, qui sont tués dans les régions anglophones. Pourquoi ne pas parler de ce cas également? Oui, je n'ai pas, dans ma présente intervention, je n'ai pas éludé l'aspect crise anglophone, mais je dis qu'il y aura d'autres dossiers qui peuvent être évoqués, notamment ceux qui justifient principalement sa venue au Cameroun, celle de remettre cette distinction à un évêque qui dépend étroitement du Saint-Siège. Sur les dossiers brûlants, je crois que c'est même plutôt le régime de Yaoundé qui devrait agiter le mouchoir d'un rappel à l'ordre de certains prélats qui sortent quelquefois hors du cadre de ce qui leur a été confié dans leur feuille de route, christique, pour se retrouver dans un domaine qui ne leur concerne totalement pas, la politique. Donc c'est Yaoundé qui peut interpeller le plénipotentiaire du Vatican à ce sujet. Bien sûr, on peut évoquer la crise anglophone, on peut également évoquer ces morts suspectes de certains prélats de l'Église catholique jusqu'ici, dont les enquêtes n'ont jusqu'ici pas abouti de façon claire. Donc, c'est des relations à État à État, mais c'est également des relations qui reposent sur des dossiers qui n'ont absolument rien à voir avec les États, mais qui concernent les faits divers, qui concernent la politique internationale, qui concernent aussi d'autres aspects qui pourront être évoqués entre le Cameroun et le Vatican. Alors, Émergence de ce matin parle du drame de Tchang, le temps des responsabilités.
On le voit bien. Alors, on aurait bien pu commencer cette émission avec une minute de silence, mais certainement ce n'est pas le cadre. Mais nous avons une pensée adressée très humblement du côté de ces familles qui ont été éprouvées. De quelle façon en étant complètement calcinées. Bien évidemment, il faut tirer les leçons après ce drame qui a fait plus de 50 morts quand même et qui a laissé sur le carreau beaucoup de blessés. Les responsabilités sont diversement partagées, à mon humble avis. D'abord, c'est l'État en premier. L'État en premier à travers les routes sur leur état, mais également sur la signalisation horizontale et verticale. Et nous savons que la falaise de Sanchou n'est pas un circuit facile à appréhender pour les conducteurs. Donc il faut une signalisation, il faut même de l'éclairage. Mais il y a des responsabilités indirectes. Parce que la petite histoire de cet accident nous laisse penser qu'il y a eu une évasion, une légèreté, un laxisme de certaines autorités douanières, policières et même des gendarmes qui ont laissé passer ce véhicule jusqu'à ce niveau-là. Et pourtant, il venait certainement de quelque part avec une cargaison qui est réputée être une cargaison illicite. Comment ce véhicule a-t-il fait pour se retrouver à ce niveau, même si on nous brandit un vice caché du fait du frein qui est relâché, etc., etc. Mais je pense d'abord qu'il y a une responsabilité indirecte de ces agents des forces de l'ordre et de surveillance du territoire qui sont chargés de freiner ce type de cargaison. Mais l'autre responsabilité, certainement qui aurait pu être directe, mais je la classerais dans une responsabilité indirecte, c'est les étapes concernées, même les affréteurs et les conducteurs. Comment peut-on avoir en circulation, je dis bien avoir, pas laisser, avoir en circulation un véhicule qui présente des défaillances techniques au nom de l'argent, au nom du gain. Donc, il faut partager ces responsabilités et je crois que cette affaire ne peut pas être passée pour perdre à profit. Il faut tirer les leçons de cet incident. Plusieurs administrations sont concernées. Les douanes sont en train de tenir une réunion afin de remonter la filière de responsabilité. Ce doit être fait également au ministère des Transports, au ministère des Travaux publics, mais également dans les structures qui sont en charge d'affréter ce type de véhicules. Donc les responsabilités sont partagées et comme on le dit à Émergence, c'est le temps des responsabilités et on espère qu'on aura toute la lumière sur ce qui est arrivé dans cette région. Alors Georges Sébé, tant évoqué un autre volet, peut-être qui n'est pas relevé par le journal, l'état physique du véhicule, parlant là, et là il évoque la responsabilité des centres de contrôle de visite technique. On n'en est pas encore là. Moi, je ne suivrai pas Georges Sébé dans cette logique, dans sa logique de la flagellation de l'État, que c'est l'État qui est le premier responsable. L'État n'est pas responsable du brouillard qui est sur la falaise, qui est là à partir de 17h chaque jour jusqu'à 6h du matin. C'est pas l'État qui met le brouillard. L'éclairage au moins et la signalisation. Je ne sais pas si vous avez dit. Moi, la dernière fois que je suis passé par là, moi j'ai dit que plus jamais, je ne passerai plus par là la nuit. Vous ne voyez pas un mètre. Voilà. Même si vous mettez la lumière, vous ne voyez pas un mètre. Donc moi, ce n'est pas l'État qui met le brouillard. Ce n'est pas l'État non plus qui fait que le camion qui est chargé de carburant frelaté puisse être en mauvais état. Ce n'est pas l'État. Si lui réussit à échapper aux visites techniques à travers toutes sortes de subterfuges, et s'il tue des gens, on ne va pas dire que c'est à cause de l'État, parce que l'État ne suit pas les contrôles techniques. Non, moi je ne suis pas d'accord. Qui est chargé de contrôler ces visites techniques? Ce sont des hommes qui sont des agents de l'État et qui font peut-être mal leur travail, mais ce n'est pas l'État. Donc moi je dis ceci aujourd'hui, au moment où c'est cet lendemain de ce drame qui fait mal à tout le monde, à plusieurs familles, qui a eu plusieurs familles, et certaines familles même, c'est plusieurs personnes de la même famille qui sont décédées du même coup. Moi je pense que le titre d'émergence, je l'aime bien, oui, le temps des responsabilités, mais les responsabilités, il faut d'abord prendre des responsabilités directes. La première responsabilité directe, c'est ce système qui consiste à faire voyager les gens la nuit sur les routes de l'axe littoral ouest. Ça, moi, je pense qu'il va falloir mettre un terme à cela. Et vous allez voir que le jour où le ministre des Transports va interdire la circulation de ces bus la nuit, les gens vont commencer à crier que non, vous empêchez. Ça avait déjà été fait. Ça a été fait. Vous avez vu la levée de bouclier et vous avez vu immédiatement la rébellion qui s'en est suivie. Les gens, non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que nous rangeons chez nous. C'était à l'époque de Bello Boba, je crois. Voilà. Donc ça avait été fait, mais il y a une levée de bouclier extraordinaire. Les gens n'ont pas voulu entendre quoi que ce soit. Maintenant, l'autre chose, quand l'État
frappe, comme le ministre Ngaleba Bébé a frappé, a suspendu certaines sociétés de transport à cause de leur légèreté et parfois même de leur laxisme. Immédiatement, un mois plus tard, vous allez voir des syndicats de transport qui disent que non, il faut lever cela, et vous empêchez les gens de travailler, c'est les pères de famille, tout ça. Alors, vous pensez qu'on va faire comment dans ce genre de situation? La responsabilité, la première responsabilité, c'est la responsabilité du chauffeur qui quitte la nuit, on ne sait même pas dans quel état, pour aller circuler la nuit et se retrouver sur cette zone vraiment dans des conditions discutables. L'autre responsabilité, c'est ce camion qui transporte du carburant frelaté interdit par la loi. Et maintenant interdit par la loi, qui est accompagné, qui est cornaqué par un gendarme et un douanier, nous dit-on. Parce que on s'en tient aux déclarations du chauffeur du camion, justement, qui est encore là. Alors, la suite de l'enquête permettra de découvrir maintenant la filière de cette connexion, parce que c'est une connexion, c'est une filière qui venait certainement soit du Nigeria, soit du Nord-Ouest, et qui venait distribuer du carburant frelaté à Douala. Mais là, voilà les grands responsables aussi. Comment peut-on donc laisser circuler ce camion avec tous les contrôles qu'il y a sur cette route-là, et qu'on puisse laisser circuler une marchandise illicite, interdite, mais aussi dangereuse. D'accord. Maintenant, l'autre responsabilité maintenant, c'est encore une fois de plus, la responsabilité de l'agence qui avait plus de candidats, plus de clients, plus de passagers que sur le bordereau. D'accord. Conséquence, il y a des gens qui sont morts là-dedans, mais qui n'ont été répertoriés que in situ. Donc, ce qui fait que les responsabilités, allez les tirer là sur les responsables directs, mais pas sur l'État. C'est pas possible. Le domaine finalement a développé quelque chose de très intéressant, mais finalement il m'a rejoint. Il m'a rejoint en situant l'État a une responsabilité indirecte, mais quand même dans le processus, l'État est de bout en bout associé à toutes les échelles de responsabilité. Quand je parlais de l'État, c'était notamment le ministère des Travaux publics. On sait que la falaise de Sancho est une zone très dangereuse. Mais est-ce que toutes les dispositions techniques... Mais c'est tout en bon état. Elle est en bon état. Elle est en bon état. Mais être en bon état ne suffit pas. C'est pour ça que je parlais de signalisation, d'éclairage et pourquoi pas des garde-fous. Donc c'est à ce niveau que devrait se situer la responsabilité des travaux publics, parce que c'est une route spéciale qui est sur un relais spécial et elle devrait bénéficier des aménagements spéciaux, contrairement à des aménagements qu'on rencontre sur des routes qui sont quasi normales. C'est à ce niveau donc que je voudrais situer la responsabilité directe de l'État. Je pense qu'il y a également une responsabilité des principaux concernés, notamment ceux qui affrètent ce type de véhicules ou alors les propriétaires de ces véhicules et voilà, on n'en serait pas arrivé là. En tout cas, l'émergence de ce matin qui revient sur le drame parle du temps de responsabilité. Effectivement. Les lecteurs vont lire ce que le journal a proposé comme traitement à cette autre actualité qui continue de faire les gorges chaudes. On le voit bien, chacun pourra tirer ses responsabilités et comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé, c'est de ça qu'il est question également, et qui sera frappé en premier et quelles sont les chaînes de responsabilité. Le quotidien le jour de ce matin s'intéresse à autre chose également, parlant de la corruption, le Cameroun qui maintient son score de 2019. On aurait pu évoquer l'aspect corruption également dans l'accident de Tchang, parce que le fait que le camion, ce véhicule qui transportait le carburant se retrouve à ce niveau alors qu'il est parti de quelque part, c'est certainement qu'il y a eu des actes de corruption et qui lui ont permis d'arriver à ce niveau. Et nos confrères du journal Le Jour nous disent que le Cameroun est encore très fidèle à ce trophée, ce trophée d'un des pays les plus corrompus de la planète. Je crois que le classement 2019 c'était 28e, il était classé 28e dans le monde en termes d'indice de perception de la corruption de Transparency International, et en 2020 il a honoré ce triste encore. Dans le rapport 2019 de la CONAC, on a cité certaines poches de corruption des ministères. Le ministère des Finances était en tête. Il y avait également le ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières. Mais nous savons que la plupart des services publics de notre pays sont gangrénés par ce fléau qui plombe véritablement le trésor public camerounais. Et dans le même rapport, on a brandi un chiffre disant que le Cameroun avait perdu en 2019 19 milliards de francs CFA du fait de la corruption. Un chiffre auquel je ne crois pas sincèrement, parce que la proportion de pertes va au-delà de ces 10 milliards de francs CFA. Donc je pense que c'est devenu
un système alternatif dans le service public, mais c'est également devenu un moyen pour certains opérateurs économiques de ficeler leurs investissements, parce que pour avoir un marché au Cameroun ou alors pour avoir une faveur quelque part, il faut forcément à tout prix monnayer pour avoir cette faveur. Donc il y a le service public, il y a également les opérateurs économiques. C'est préjudiciable pour notre économie, c'est préjudiciable pour notre trésorerie, et il faut rappeler à tout le monde que la CONAC dispose d'un numéro vert, le 1517, où tout acte de corruption pourrait être dévoilé ou trahi, mais beaucoup de personnes ne le font pas, disant qu'on ne fait pas confiance à la CONAC, ou alors disant que si vous ne corrompez pas, vous n'aurez pas accès à un service public. Il faut que les mentalités changent. Il y a un numéro vert qu'on peut appeler en cas d'acte de corruption. Alors, Camille, cette position du Cameroun maintenue, en tout cas, aujourd'hui encore, un peu comme en 2019. Vous savez, moi je n'ai jamais cru à cette histoire-là. Le Cameroun n'est pas le pays le plus corrompu du monde, ça c'est des histoires. C'est pas le pays le plus corrompu, mais la position, bien entendu. Je ne sais même pas cette position sur la base de quoi. 28e sur 180. C'est un indice de perception. L'indice de perception, ça veut dire quoi? Ça, c'est des gros mots qui veulent dire quoi? Indice de perception. Le Cameroun est le pays le plus corrompu. Il est plus corrompu que la Russie. Le Nigeria. Il est plus corrompu que le Nigeria. Il est plus corrompu que la France, même, ou les États-Unis. Arrêtez. C'est-à-dire comment cette façon de nous auto-flageller en nous accrochant sur des considérations. C'est quand même une grosse réalité au Cameroun. Il y a une réalité. La réalité est qu'il y a la corruption, mais seulement qui est corrupteur, qui est corrompu. Qui est corrupteur, qui est corrompu. Parce que quand on ne dit pas que c'est pas parce qu'on trouve des gens qui détournent de l'argent qu'on parle de corruption, c'est pas forcément ça la corruption. Qui est corrupteur, qui est corrompu, comment définit-on la corruption? Et maintenant, cette structure anticorruption que l'on a mise sur place, qui n'a aucun pouvoir coercitif, mais qui est là pour faire des rapports, des envoyer 2 ou 3 années plus tard. Non, moi je pense qu'il faut arrêter un peu de surfer sur ce domaine qui est là beaucoup plus pour distraire les gens ou bien pour donner mauvaise conscience aux uns et aux autres. La corruption, il faut la combattre. Mais le Cameroun n'est pas le pays le plus corrompu du monde, ni d'Afrique. Vous comprenez? Arrêtez cette rengaine-là. On l'a été il y a 2 ans, on l'a été en 99. Oh, mais quand on l'a été, oui, mais à ce moment-là, Transparency International était même en train de noircir l'image du Cameroun pour les raisons que vous savez. Il y a eu des progrès quand même, de 99 jusqu'à ce jour, il y a eu des progrès puisqu'on se retrouve de toute façon, à la 28e position. Alors, ce sont des enquêtes imaginaires, selon vous? Ce sont des enquêtes subjectives. En tout cas, le journal Le Quotidien Le Jour est revenu sur le sujet ce matin parlant de corruption. Le Cameroun qui maintient donc son score de 2019. On peut lire la suite dans le numéro de ce matin. Alors, la Nouvelle Expression parle de l'affaire Kamwater avec Atangana Kuna qui rembourse. L'ex-ministre de l'Énergie mais ancien directeur général de la Kamwater a restitué le cœur du délit. Ce que nous apprend le journal La Nouvelle Expression. Cœur du délit qui a plus d'1 milliard de francs. Vous imaginez quelqu'un qu'on a arrêté, un ministre qu'on a arrêté il y a quelques années, et maintenant, jouant effectivement sur l'article 18 du Code du tribunal criminel spécial qui ordonne, qui dispose de ce que une personne inculpée de détournement peut rembourser le corps du délit. À ce moment-là, le garde des Sceaux peut arrêter les poursuites. Mais on a vu quelques cas où on a vu un accusé rembourser le corps du délit et sortir le même jour. Mais on en a aussi vu qui ont remboursé et qui ne sont jamais sortis. Bon, alors on voit avec ce presque M. Atangana qu'on a déjà remboursé une première somme de plus d'1 milliard de francs. Et là, maintenant, il vient encore de demander qu'on débloque ses comptes pour sortir 1 autre milliard. Mais on pourra toujours se poser des questions au-delà de tout ce qu'on va dire. Comment un ministre peut-il avoir 1 milliard de francs dans son coffre-fort qui gagne combien? Vous parlez donc de corruption. Ce n'est pas la corruption, ça c'est des détournements, c'est toutes sortes de prises d'intérêt illégales qui doivent être combattues d'autre manière que dans le sens de la corruption. Cette affaire à Atangana Kuna n'aura pas fini de nous estomaquer parce qu'elle n'est même pas finie, parce que lui, Atangana Kuna, qui était le ministre, est poursuivi pour un détournement de 1 milliard, mais William Solo, qui avait pris sa suite à Kamwater, lui, il est poursuivi pour un détournement de 3 milliards. Est-ce que lui aussi va rembourser? Et bien, tous ces gens-là ont des quoi faire plein d'argent. Comment cet argent se retrouvait-il? Comment ces personnes ne peuvent-elles pas dire comment elles ont pu amasser autant d'argent dans les coffres-forts? Voilà le véritable problème qu'il faut poser au Cameroun. Voilà, ça servira à quelque chose. C'est qui est important, c'est rembourser cet argent qu'ils ont pris. Quand on le rembourse, on doit comprendre comment ils ont fait pour le voler. Et maintenant, le confisquer. On confisque tout.
Alors, Georges Semé, nous sortons de l'émission. Oui, l'article 18 est un article éminemment politique. Le fait de rembourser le corps du délit ne suffit pas à vous libérer. Il faut une volonté politique du ministre de la Justice qui certainement à la pente des ordres quelque part pour donner son avis favorable afin de vous libérer. Donc c'est un article éminemment politique qui ne dépend pas simplement du remboursement du corps du délit. Merci à vous, chers messieurs. Bon vendredi. Avec l'opération Vendredi Soif, nous donnons rendez-vous aux lecteurs en kiosque ce matin et surtout rendez-vous avec nos téléspectateurs. C'est lundi parce qu'il va être 9h20 sur Equinox. Bon week-end à tous.